Chaque année, plus de 4000 tonnes d'or changent de main en main dans le monde. Ça paraît énorme, et ça l'est. Cela représente un cube de 6 mètres de côté, soit l'équivalent de 3 gros conteneurs maritimes pleins à ras-bord. Des conteneurs pratiquement impossibles à déplacer, puisqu'ils pèseraient plus de 1350 tonnes chacun. Bon, mais derrière ces chiffres, qui sont les gens qui achètent et vendent tout cet or? Eh bien, on trouve des bijoutiers, des banques centrales, des investisseurs, des particuliers, des industriels, en gros, un peu tout le monde, mais chacun avec ses raisons. Et ce ne sont pas forcément ceux qui en échangent le plus qui ont la plus forte influence sur le marché. D'ailleurs, comprendre ça, c'est comprendre pourquoi l'or reste un actif unique, à la fois objet de consommation et d'épargne, mais aussi instrument financier à l'échelle mondiale. Commençons par le plus visible, la bijouterie. Près de la moitié de la demande mondiale vient de là, mais elle est loin d'être uniforme. En effet, l'Asie concentre plus de la moitié des achats. En Inde par exemple, chaque automne, c'est la saison des mariages. 10 millions de mariages par an. Et offrir de l'or est une coutume incontournable. Colliers, bracelets, pièces, l'or c'est à la fois un symbole social et un élément du patrimoine des ménages. Les Chinois, quant à eux, sont plus pragmatiques. Ici, pas d'histoire de mariage, mais plutôt une habitude millénaire de considérer l'or comme une véritable sécurité économique pour les particuliers, que ce soit sous forme de pièces, de petits lingots ou encore de bijoux, une valeur refuge ancestrale dans un pays où la tradition reste très présente. Mais attention, l'impact de cette demande sur les prix reste indirect. Elle dépend surtout des cycles économiques. Quand les prix montent trop, les achats ralentissent. Et quand les gens retrouvent un pouvoir d'achat plus confortable, alors les bijoutiers voient de nouveau la demande repartir à la hausse. Deuxième moteur, l'investissement en lingots et en pièces. Environ un quart de la demande mondiale. Ici, la logique est un peu différente. Il ne s'agit plus de tradition, mais de protection patrimoniale. En Allemagne, la mémoire de l'hyperinflation des années 20 pousse encore des épargnants à acheter des lingots. En Turquie, l'or reste une épargne populaire transmise de génération en génération, souvent gardée à la maison. En Chine, c'est la montée en puissance des classes moyennes depuis 20 ans qui a fait exploser la demande de pièces, de lingots, à vocation purement financière, pour ne pas dire presque monétaire. Et à chaque crise, c'est la même réaction. Quand les marchés déraillent, quand l'inflation galope, les particuliers se ruent vers l'or. En 2024 et 2025, on l'a encore vu, les ventes de pièces et de lingotins ont bondi en Europe avec la remontée des tensions géopolitiques et les incertitudes économiques. Troisième catégorie d'acheteurs, les banques centrales. Elles ne représentent que 15% de la demande annuelle, mais leur influence est immense. Pourquoi? Parce que leur rapport à l'or est avant tout stratégique et elles donnent le ton quant à l'état général de leur pays, voire du monde entier. Il faut dire qu'elles détiennent plus de 36 000 tonnes d'or, toutes banques confondues, soit près d'un cinquième de tout leur extrait à travers l'histoire. Et elles continuent à s'en procurer actuellement au rythme de 1000 tonnes par an environ. Ainsi, après des années à garder leur stock relativement stable, voire à vendre un peu d'or de temps en temps pour pallier les difficultés passagères de leur état tutélaire, la crise de 2008 les a brusquement fait redevenir acheteuses nettes. La Russie, et la Chine en particulier, ont considérablement fait grossir leurs réserves de métaux précieux, dans le but notamment de se détacher un peu de l'hégémonie du roi dollar. Et depuis 2022, les achats de banques centrales ont même connu une accélération notable, en partie à cause de l'instabilité géopolitique qui est revenue bouleverser certaines certitudes ancrées de longue date, amenant même certains pays plutôt discrets jusqu'alors, comme la Pologne ou la Turquie, à renforcer de manière très nette leurs réserves en or. En fait, pour les marchés, chaque annonce d'achat des banques centrales est un signal fort. Cela renforce le rôle de l'or comme valeur ultime, et surtout ça retire du marché des tonnes de métaux précieux qui n'y reviendront pas de sitôt. Viennent ensuite les demandes industrielles et technologiques. Globalement, c'est environ 8% de la consommation mondiale, soit 300 à 350 tonnes par an. Outre sa valeur précieuse, l'or est également devenu indispensable dans les circuits électroniques, les smartphones, les équipements médicaux, l'aérospatial ou encore les énergies renouvelables. En effet, sa conductivité, sa résistance à la corrosion en font un matériau irremplaçable, impossible de fabriquer certaines puces sans or. Alors certes, ce n'est pas la demande la plus massive, mais c'est une demande incompressible et surtout qui tend à augmenter année après année.
Enfin, parlons un peu des produits financiers adossés à l'or, qu'on appelle aussi de manière un peu péjorative l'or papier. Il s'agit des ETF, des ETC, des contrats à terme, des options. En volume, ça ne pèse pas grand-chose, à peine 3% de la demande mondiale en moyenne, mais leur influence sur les prix est colossale. En effet, l'or papier s'échange en permanence sur la base de volumes gigantesques, au point que chaque jour, à Londres et à New York, il se négocie plus d'or sous forme de contrat qu'on ne peut en produire physiquement en une année entière. En avril 2025, les ETF orifères ont ainsi enregistré des entrées nettes de 115 tonnes en un mois, un record qui a eu forcément un impact direct sur le cours. Et c'est ce qui fait qu'en pratique, ces flux financiers basés sur rien de concret en réalité dictent pourtant le prix quotidien de l'or, bien plus que les bijoutiers ou les particuliers. Bref, des jeunes mariés indiens aux épargnants allemands, depuis les cabinets stratégiques des banques centrales, jusqu'aux ingénieurs en électronique, en passant par les traders de Wall Street et les fabricants de produits de santé, la liste des acheteurs d'or est longue. Et c'est bien ça qui fait la singularité de ce métal aux propriétés extraordinaires. Car l'or est à la fois un bijou, une épargne, un actif stratégique, un matériau industriel et un produit financier. Aucun autre actif n'a une telle pluralité d'usages et d'acheteurs. C'est ce qui explique sans doute sa résilience et son rôle central dans l'économie, crise après crise, décennie après décennie. Pensez à vous abonner à la chaîne Veracash et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de 31 points grammes.